reprenons nos travaux avec un débat sur la révolution que nous avons tous vécue, que nous sommes tous en train de vivre. La révolution numérique, alors Ariane Salmé nous le disait en introduction, le numérique c'est devenu le milieu naturel, le biotope du jeune. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on peut dire que de toute façon c'est là. Alors après, que faut-il en faire ? À part le déplorer, comment on peut s'en servir? Est-ce que c'est un outil d'apprentissage ou au contraire, est-ce que c'est un obstacle? Pour en parler, nous sommes avec Serge Michel. On va laisser la porte se fermer. Voilà, tout ça est très, très automatique et réel, mais ça grince un tout petit peu. Serge Michel, donc vous êtes journaliste, rédacteur en chef, vous êtes en train de construire un site numérique pour le journal Le Monde, destiné aux pays africains, Le Monde Afrique, qui va bientôt voir le jour. Et puis vous avez fondé le Bondi Blog il y a quelques années. C'est deux expériences sur lesquelles on va revenir. François-Xavier Bellamy, vous êtes professeur de philosophie à Paris, et vous venez d'écrire ce livre qui s'appelle « Les déshérités ou l'urgence de transmettre ». Alors on va en parler également. Les déshérités, bien entendu, c'est une allusion critique au célèbre livre de Bourdieu, Les héritiers. Alors, dans ce livre, vous dites votre désarroi de jeune professeur formé pour être donc professeur de philosophie, à qui on dit que la transmission, il faut arrêter parce qu'on ne transmet à l'élite que le savoir de l'élite et que d'une certaine façon, les autres vont rester sur le bas-côté. Vous déplorez, alors je vous cite une phrase que j'ai retenue: la langue était fasciste, la littérature sexiste, l'histoire chauvine, la géographie ethnocentrée et les sciences dogmatiques. C'est vraiment ce qu'on vous a appris dans vos écoles de formation de jeunes professeurs ? Oui, c'est vraiment ce qu'on nous a appris. En tous les cas, on nous a enseigné, on nous a formés précisément pour développer ce soupçon porté sur la transmission, et notamment sur la transmission de la culture, et même de l'art comme quelque chose qui supposerait précisément, on le voyait ce matin, qui supposerait de faire un effort sur soi-même pour aller vers l'œuvre. En fait, en réalité, tout était construit, et c'est peut-être ce qui nous rapproche de la question du numérique qu'on va aborder ensemble. Tout était construit pour construire une école de l'immédiateté, une école qui ne soit plus une école de la médiation, de la transmission, parce que la transmission est le signe d'une inégalité. Alors dans le vocabulaire de l'IUFM, ça donnait, par exemple, il ne faut pas qu'il y ait un sachant et des apprenants dans la salle, il faut qu'on partage ensemble la création d'un savoir. Il y avait évidemment une très grande générosité derrière ce discours, la volonté de faire en sorte que les élèves ne soient pas humiliés par la culture de l'élite que nous étions censés représenter, nous que tous les formateurs décrivaient comme d'anciens bons élèves, donc il ne fallait pas que nous humilions à notre tour les élèves que nous avions en face de nous. Il y avait vraiment une grande générosité, mais aussi, je crois, la clé d'une incompréhension sur la nature même de la médiation et la nature même de la transmission. Alors on va peut-être pas aborder l'ensemble des thématiques que vous développez avec beaucoup d'habileté dans ce livre et revenir à la question de cette table ronde qui est l'art et la culture à l'ère du numérique, gagnant ou perdant, qui perd, qui gagne. Qu'est-ce que d'après vous le numérique a changé dans l'accès à la culture? C'est une question que je vous poserai à chacun. François-Xavier Bellamy peut-être d'abord. Mais je crois que le numérique est une formidable promesse dans l'accès à la culture. Je le vois d'ailleurs comme enseignant tous les jours. Je le vois comme professeur de philosophie. Pour un enseignant, le numérique est une chance extraordinaire parce que vous avez un bout de citation en tête, vous savez plus de quel ouvrage c'est extrait, vous le demandez immédiatement à Google qui vous offre le livre entier. Enfin, bref, on a aujourd'hui une proximité avec la culture que nos anciens dont nos anciens auraient pu rêver. C'est une chance inouïe. Et je l'ai vu aussi comme professeur d'histoire des arts. Je suis professeur d'histoire et théorie des arts en classe préparatoire littéraire. Et évidemment, pour enseigner le rapport à l'art, le rapport à l'œuvre, le numérique est évidemment, là encore, une chance extraordinaire. Nous avons la possibilité de voir en 1 heure, en 2 heures de cours, de voir des œuvres très variées, très nombreuses défiler devant notre regard. Et c'est une chance extraordinaire pour pouvoir nous rapporter à elles. Mais je crois que ce qui est problématique, voilà, le mais parce qu'il y en a un, c'est que précisément, pour pouvoir faire du numérique une chance,
dans le rapport à l'art et à la culture. Pour que le numérique puisse donner l'ampleur de sa promesse, il faut beaucoup de savoir et il faut beaucoup de culture. Et ce qui me paraît dangereux, c'est deux choses peut-être dans cette révolution numérique, en tout cas deux points sur lesquels il me semble que nous devons garder une forme de vigilance. Le premier point, c'est que parfois, avec notre regard d'adulte, nous avons pu penser que le numérique signait la fin de cette médiation que nous avions voulu écarter. Et il n'est pas rare d'entendre, c'était le propos d'un ouvrage qui est paru à la rentrée dernière, qui s'appelait « La fin de l'école », il n'est pas rare d'entendre cette idée selon laquelle, puisque maintenant il y a Internet, il n'y a plus besoin de professeurs, il n'y a plus besoin d'apprendre, il n'y a plus besoin d'école. Il n'y a plus besoin d'école, il n'y a plus besoin de médiation, puisque tout est sur Internet. Inutile donc d'apprendre des choses par cœur, inutile de recevoir des textes, de faire cet exercice un peu mécanique et pénible de l'apprentissage. Tout est sur le web, et les élèves savent se servir du web aussi bien que nous, voire mieux que nous, et donc nous ne sommes plus nécessaires. Désormais, nous pouvons les délivrer de la tâche de l'apprentissage. Cette idée-là, elle me semble complètement erronée, et si nous pensons ainsi, c'est parce que nous avons déjà beaucoup reçu. C'est parce que nous avons bénéficié de la fonction de l'école, de la fonction de la transmission. Même, je n'aurais pas peur de risquer ce mot qui me semble décisif, et d'autant plus décisif dans l'époque d'Internet. Nous avons bénéficié de l'autorité de l'école. Qu'est-ce que c'est précisément que l'autorité de l'institution scolaire? Qu'est-ce que c'est que l'autorité de l'expert qui intervient dans d'autres cadres, l'artiste qui vit dans une institution le rapport à l'art? Eh bien, cette autorité, c'est précisément ce qui nous permet de distinguer le meilleur du moins bon, de distinguer le plus complexe du plus pauvre. Et là, précisément, je crois que l'école est absolument nécessaire pour aider les élèves, pour aider les jeunes à faire cette distinction. Quand vous êtes professeur de philosophie en terminale, vous constatez ce phénomène très étonnant, c'est que vous l'avez rappelé, hein, Internet c'est le biotope des élèves, c'est le biotope des jeunes d'aujourd'hui. Et donc quand on leur pose une question, je ne sais pas, l'existence a-t-elle un sens, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont poser la question à Google, tout de suite, évidemment. C'est ce que nous faisons tous. Quand votre machine à laver tombe en panne, vous allez demander à Google, vous mettez la référence de votre machine à laver, vous mettez en panne, vous tombez sur un forum, on vous explique comment la réparer. Nous posons toutes nos questions à Google et les élèves, évidemment, n'échappent pas à cette règle. Ils le font spontanément. Le problème, c'est que quand ils n'ont jamais fait de philosophie, comment peuvent-ils distinguer entre un site qui leur permettra de rencontrer des textes intéressants, des textes denses, des textes qui leur permettront de développer une vraie pensée personnelle, d'un autre site qui sera en fait complètement fou, délirant, à moitié sectaire? Et bien en fait, ils n'y arrivent pas, ils n'y parviennent pas, et c'est normal. Il faut déjà beaucoup de culture pour apprendre à faire cette distinction, et c'est peut-être précisément ce qui rend la médiation plus nécessaire encore à l'époque d'Internet. Et le deuxième danger, voilà, c'est je crois que précisément le web nous habitue à cette immédiateté, à cette absence de médiation. Il est précisément devenu pour nous comme un réflexe. Nous voulons tout de suite avoir la réponse, nous voulons tout de suite aller à l'œuvre, nous voulons tout de suite aller à l'objet. Or, précisément, l'expérience même de la culture, c'est l'expérience de la médiation, et c'est par là que se concluait la table ronde précédente. Au fond, l'œuvre vaut d'abord pour le chemin que l'on fait vers elle. C'est le cas en particulier de la lecture, hein. Ce qui compte dans la lecture, c'est le chemin que l'on fait en lisant. Ça n'est pas le fait d'accumuler un stock de connaissances contenues en elle. L'œuvre vaut pour le chemin que l'on fait vers elle, et non pas pour le but qu'elle représente. Alors François-Xavier Bellamy, on va dans un instant parler des MOOC, ces cours justement sur Internet qui peut-être vous font de l'ombre, hein, je ne sais pas, vous allez nous le dire, en tout cas comme professeur. Avant, je voudrais vous donner une information pratique. Vous avez toujours les fiches, vous pouvez poser des questions aux intervenants. Juste après ce débat, on va rassembler vos questions et c'est Hiroé que vous voyez là, la jeune femme habillée en noir qui vient de lever la main, qui va passer dans les travées pour récupérer vos fiches, les donner à Sabine. Et donc, on pourra poser les questions à tous les intervenants. Donc, surtout, n'hésitez pas, bien entendu, il y aura aussi des micros dans la salle. Alors, je voudrais qu'on revienne à notre débat. Serge Michel, je vous ai vu opiner du bonnet. Il y a des choses dans ce que François-Xavier Bellamy vous a dit qui apparemment ne rencontraient pas une complète approbation de votre part. Surtout que vous avez un autre point de vue, puisque vous êtes journaliste et que nous autres journalistes, nous avons beaucoup souffert, ou en tout cas notre profession a été bouleversée par l'arrivée d'Internet. Oui, je pense qu'elle a été revivifiée, mais je vais essayer d'expliquer. Non, je pense que je suis principalement d'accord avec ce qu'il a dit. Simplement, dans le domaine de l'éducation et le domaine du journalisme, il y a des parallèles entre les deux, et il y a aussi des différences. Le plus grand parallèle, c'est peut-être la tentation de la nostalgie, et autant vous pouvez faire vivre l'image d'un professeur sévère mais juste et que tout le monde regrettera, autant le journaliste pontifiant et arrogant, lui, n'est regretté par personne. Et donc, on est dans une opportunité numérique qui est au fond de faire descendre les journalistes de leur piédestal, un piédestal où ils s'étaient un peu eux-mêmes hissés. Il
faut pas oublier que le journalisme, c'est un métier qui a peut-être qu'une centaine d'années. Il y a le journalisme salarié n'existe pas depuis si longtemps. Et au fond, il a vécu jusqu'il n'y a pas longtemps dans une sorte de monopole. Vous étiez, Le Monde était le seul média avec Le Figaro et les autres quotidiens nationaux, mais qui racontait ce qui se passait sur la planète. Si vous vouliez savoir, comprendre la crise des missiles en 62, vous étiez obligé de lire Le Monde. Aujourd'hui, ce monopole a explosé et tous les monopoles sont en train de disparaître. Les taxis se trouvent confrontés à des systèmes numériques de partage de voitures avec Uber, etc. Les hôtels, pareil. Et donc, cette fin du monopole, c'est pas le journalisme qui est arrivé au bout de son discours, c'est aussi les lecteurs qui s'en sont distanciés. Tous les tirages de journaux, et je parle du Monde, mais je parle du reste de la presse française et de la presse américaine, etc., ont diminué de moitié en 20 ans, et c'est dramatique sur le modèle économique, voilà. Et je pense que la chance dans tout ça, c'est effectivement de faire descendre le journaliste de son piédestal. Alors, bien sûr que au Monde, beaucoup de journalistes le regrettent. Moi, j'ai été pendant 2 ans directeur adjoint de la rédaction, et dans toutes les assemblées générales au journal, qui sont assez nombreuses, il y a des journalistes qui regrettent ce magistère perdu du journal Le Monde, ou bien cette autorité perdue, l'époque où Le Monde arrivait vraiment à imposer les termes du débat ou à faire l'actualité. Et il le regrette et accuse toujours la direction d'avoir comment dire, galvaudé ces qualités-là. En vérité, c'est les lecteurs qui, en se distanciant, en arrêtant d'acheter le journal, en diversifiant leurs sources d'information. Sachez par exemple que la moitié de nos lecteurs sur le numérique, on a 2 millions de gens qui vont chaque jour sur le site Le Monde, la moitié lisent aussi Le Figaro, alors que ce n'était pas du tout le cas dans l'ère du papier. L'ère du papier, vous aviez Le Monde ou Le Figaro, il fallait choisir son camp. Et bien là, maintenant, c'est très mélangé. Et donc, les lecteurs ont provoqué ce geste, et les journalistes, eux, ont de la peine à s'adapter à un nouveau rôle qui n'est plus celui du professeur, de la transmission, de l'autorité, parce que ça, je pense que les lecteurs ne sont plus forcément prêts à l'entendre, même s'il faut garder, bien sûr, des grandes plumes, des analystes brillants, etc. Mais le journaliste doit se réinventer un rôle qui est plus dans la discussion, je suis désolé, je confirme ce que vous craignez à propos de l'école, mais dans la discussion, dans la curation, c'est très important. La curation, c'est un nouveau métier pour les journalistes qui consiste à préparer pour ses lecteurs un ensemble de sources intéressantes, à les digérer journalistiquement, à les éditorialiser, à les présenter, à les hiérarchiser. Et c'est du journalisme, hein, c'est pas on appelle ça le journalisme de lien, mais la curation, c'est aussi l'idée que le journaliste n'est plus l'avant-garde ou l'extrême spécialiste de son domaine, et ce serait difficile parce qu'en vérité, la société, les entreprises ont avancé de façon considérable et peut-être plus rapidement que les journalistes eux-mêmes. Donc le journaliste n'est plus le meilleur expert de son domaine, dans tout, hein, autant en technologie qu'en sciences, dans le domaine de l'entreprise. Et il est l'animateur d'une discussion. Et finalement, je pense que c'est une vertu parce que on continue d'avoir besoin de journalistes, tout comme on a besoin de professeurs et d'autorités. On a besoin de ce rôle-là. Le monde est de plus en plus complexe. Là, je parle de la planète, pas du journal. Le monde est de plus en plus complexe et il faut de plus en plus de journalistes pour le raconter, pour le décrypter. Donc je suis très optimiste sur l'avenir de notre métier. Maintenant, il y a une grosse adaptation à faire aujourd'hui et c'est effectivement le numérique qui nous en donne la possibilité. Et peut-être que Le Monde garde un label de crédibilité, puisque la crédibilité, c'est son capital. François-Xavier Bellamy disait que c'était très difficile justement d'avoir l'assurance quand on passe sur un site sectaire, enfin que l'information est une information et pas une rumeur, voire une fausse information. Je voudrais qu'on parle maintenant de ces MOOCs, c'est-à-dire les MOOCs, je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est. Ce sont des cours sur Internet, une sorte de version longue des tutos. Un professeur fait un cours, il filme en vidéo et n'importe qui ou quelqu'un d'inscrit a accès à ces cours. Alors évidemment, c'est une façon d'enseigner, c'est une façon de répandre la culture. Comment on l'utilise ou est-ce que ça a des effets secondaires? C'est une question ouverte. Des effets secondaires, ce serait parler déjà d'une substance pathogène ou problématique. Ou médicale, je ne sais pas. Ou médicale.
juste pour rebondir en un mot sur ce que vous venez de dire, en fait, je me sens en parfait accord avec vous. Je crois que ce que vous dites à l'instant, par exemple, de la curation, qui est passionnant, pour ma part, comme enseignant, je ne regrette pas un magistère perdu. Je pense que c'est exactement ce que... justement, ça nous conduit vers les MOOC, dans la mesure où Internet produit un foisonnement extraordinaire de données, de publications, de productions documentaires et informationnelles. On a d'autant plus besoin peut-être du travail du journaliste, non plus peut-être comme justement celui qui se présente comme un expert en tout, mais celui qui aide à distinguer et dont l'acte d'autorité propre, dont l'expertise propre, consiste à nous proposer une information sûre. Vous savez, on a beaucoup parlé de la malbouffe, junk food, on peut parler du junk news. Hein. Aujourd'hui sur Internet, c'est très frappant de voir comme une rumeur se répand très vite, comme n'importe quel site se donne une apparence de crédibilité. Et dans cette perspective, le rôle du journaliste est d'autant plus décisif, y compris d'un point de vue démocratique. Sur les MOOC, là aussi, je crois en fait, je crois que les MOOC sont une chance extraordinaire. Moi, personnellement, je suis des MOOC de professeurs, notamment aux États-Unis, de professeurs de philosophie. Vous savez que les États-Unis ont beaucoup développé ce processus, et c'est vraiment remarquable de voir d'ailleurs le nombre d'abonnés qui suivent aujourd'hui des MOOC en philosophie, par exemple, en psychologie, en sociologie, de l'autre côté de l'Atlantique. Mais je crois que pour bien en profiter, là encore une fois, pour bien en profiter, il faut déjà avoir fait un chemin assez long. Et ce chemin, pour le coup, suppose la médiation dans ce qu'elle implique d'une relation personnelle, d'une relation de personne à personne. Et là, pour le coup, je suis assez frappé de voir, depuis ma petite expérience de professeur, de voir le caractère un peu absurde d'une utopie qui consisterait à penser que les MOOC vont bientôt remplacer l'école en tant que telle, par exemple dès le plus jeune âge, dès l'étape de l'initiation, dès l'étape de la première découverte. Cette étape-là, elle suppose encore une fois une relation et une relation personnelle, c'est-à-dire une relation entre des esprits, bien sûr, mais aussi une relation entre des corps. Quand vous enseignez, vous voyez les gens qui sont en face de vous, ils vous voient, et vous voyez sur leur visage qu'ils ont compris ou qu'ils n'ont pas compris, que vous devez accélérer ou que vous devez ralentir. Bref, c'est vraiment une relation de personne à personne et une relation très incarnée. Et on peut faire le parallèle avec la relation que nous avons avec l'art et avec la culture. Le numérique nous propose l'occasion extraordinaire de rentrer en contact avec le patrimoine artistique de l'humanité et la création vivante d'une façon inédite et d'une façon extraordinairement ouverte, mais en même temps, on le disait tout à l'heure, c'est aussi une relation qui, d'une certaine façon, est déjà un peu appauvrie, parce que ça n'est plus une relation véritablement incarnée. Ça n'est pas la même chose de voir une reproduction de l'œuvre dont on ne sait pas la taille, et de rencontrer l'œuvre véritablement dans un musée, de rencontrer l'œuvre en son lieu, de rencontrer l'œuvre en un lieu, d'ailleurs quel qu'il soit, dans son volume propre, dans sa chair, dans son incarnation. Ça n'est pas la même chose d'écouter de la musique sur son iPhone et d'aller à l'opéra ou d'aller au concert et de rencontrer la matérialité de la musique dans l'épaisseur du son en train de se faire et en train précisément d'être interprété dans sa médiation propre, car c'est cela l'interprétation musicale. Et donc je crois que, encore une fois, un iPhone c'est fabuleux et c'est une chance incroyable que nous avons de pouvoir écouter de la musique à loisir lorsque nous prenons le train, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous avons envie de nous détendre. C'est une chance extraordinaire, mais bénéficie le plus de cette chance celui qui déjà a eu l'occasion de vivre cette initiation qui, pour le coup, je crois, suppose une relation incarnée avec les œuvres, avec les personnes, une relation d'apprentissage qui soit une relation d'esprit à esprit, mais aussi, encore une fois, de corps à corps. François-Xavier Bellamy, tout à fait entre nous. Vous avez pensé faire le MOOC de François-Xavier Bellamy? Vous n'êtes pas déjà un peu filmé pour... J'ai créé très modestement une proposition de philosophie qui s'appelle les Soirées de la Philo à Paris, et effectivement, c'est donc un cycle de conférences tous les 15 jours, et on peut podcaster. Il y a plusieurs centaines de personnes qui podcastent chaque semaine les épisodes des Soirées de la Philo, donc ça fonctionne déjà un peu, mais ça n'est qu'un podcast. Vous êtes tenté quand même. Mais c'est effectivement un outil fabuleux. Non, sur les MOOC, je vais être beaucoup plus, essayer d'être assez pragmatique. Je pense en effet que c'est une chance extraordinaire, mais ceux qui fonctionnent bien comme MOOC, d'abord, les institutions, les universités ou les grandes écoles qui les ont mis en place distinguent entre différents professeurs. Il y a des MOOC de professeurs qui sont... si le professeur est ennuyé en classe, il sera ennuyé en MOOC et il n'aura pas d'audience. Et si le professeur a un certain charisme et une vivacité dans ses expressions, ça marchera beaucoup mieux. Et de fait, les universités découvrent le phénomène de l'audience, qui pour l'instant était réservé à nous, les journalistes. On savait qu'un article avait marché ou pas sur Internet ou même sur le papier. Là, les universités découvrent c'est quoi l'audience. Et je trouve ça intéressant pour elles. Et surtout celles qui sont allées assez loin dans l'expérience. Je pense notamment à l'école polytechnique de Lausanne qui est assez en avance sur les MOOC, et eux les utilisent, alors c'est un niveau grande école, ils les utilisent d'abord en première année, en complément bien sûr des cours qui ont lieu dans les amphithéâtres,
et pas du tout en remplacement des profs. C'est-à-dire, c'est les profs eux-mêmes qui qui sont sélectionnés par l'université, pour au moins ceux qui sont capables de s'exprimer. Et je pense que vous auriez un certain succès en MOOC. Maintenant, le MOOC, c'est pas juste une vidéo, c'est aussi tout un processus d'apprentissage, de contrôle des connaissances, et c'est assez rigoureux. Ça passe en effet par un professeur qui a des contacts ou des assistants qui ont des contacts avec les étudiants, mais aussi avec des étudiants qui s'organisent entre eux pour s'auto-corriger, pour se donner des conseils sur des passages difficiles du cours, etc. C'est tout un écosystème et un réseau social, entre guillemets, qui se met en place autour d'un cours. Et pour ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc, l'école polytechnique fait ça notamment pour remplacer les cours, enfin pas pour remplacer, pour tenir lieu de cours de première année en transformant les périodes dans les amphithéâtres en moments qui sont plus des échanges avec le prof plutôt qu'un simple enseignement de données assez basique en première année. Et ça marche très bien. Les profs sont super contents, disent que beaucoup moins d'élèves décrochent, que d'une certaine manière, ils font la base, le b.a.-ba du cours à la maison, et comme ça, les moments à l'université sont plus intéressants. Et puis alors, je me suis intéressé aussi à l'effet de ces MOOC en Afrique, et là, c'est assez phénoménal. Une école comme l'école polytechnique a à peu près 300 000 étudiants en Afrique grâce au MOOC. Et c'est juste stupéfiant parce que, alors, elle les a pas eu comme ça simplement en publiant les MOOC. Elle a des professeurs qui ont arpenté les différentes capitales et les universités africaines pendant des années. Elle va avec eux, elle les accompagne. Parfois, les universités n'ont pas la connexion Internet suffisante pour pouvoir utiliser un MOOC en temps réel. Donc, l'école polytechnique leur envoie les DVD pour pouvoir les utiliser dans les amphithéâtres. Évidemment, ça arrive dans un système où les universités ont des problèmes d'éclairage, ont des problèmes de sièges, ont des problèmes de climatisation, ont des problèmes de manuels scolaires. Je parlais avec un élève de MOOC qui se trouvait à Lubumbashi, au Congo, dans la province du Katanga au sud, qui est pourtant une province plutôt riche du Congo. Et là, les manuels scolaires sont tous détruits et datent enfin, ceux qui subsistent datent de l'ère coloniale belge. Donc en fait, le MOOC arrive comme une vraie mise à jour de l'enseignement et comme une matière auquel ces gens-là n'auraient juste aucun accès. Donc on n'est pas en train de dire il faut de la médiation, pas de la médiation, on est tous sur Internet, c'est super. On est en train de dire voilà, ces gens-là n'auraient jamais eu accès à ça. Là, ils y ont accès grâce à des profs locaux qui utilisent ces MOOC comme matière pédagogique. Et aussi grâce à l'école polytechnique qui envoie ses profs sur place pour continuer l'expérience. Et les résultats sont déjà là. J'ai parlé avec des étudiants qui, grâce à un MOOC, par exemple, sur les microconducteurs, alors on n'est pas dans la philosophie, mais plutôt dans les choses très, très basiques, les microconducteurs, voilà. Grâce à un MOOC qui a duré 3 mois sur Internet, il a monté sa boîte, il a 10 employés, il produit des enseignes lumineuses qu'il exporte. Il est basé au Bénin et il exporte ça au Cameroun ou au Nigeria. Et donc, vous avez des vrais phénomènes vertueux qui n'auraient jamais eu lieu sans ces MOOC. Voilà. Une réaction. Alors moi, je voudrais savoir juste un petit sondage express. Est-ce que parmi vous, qui a déjà regardé un MOOC sur Internet dans cette salle ? Ah oui, quand même, ça marche, quoi. Et dans l'intégralité, c'est-à-dire tout le cours avec la certification après ? Qui ? 1, 2, 3. Il y a une curiosité, hein, les gens regardent parce que c'est vrai que c'est intéressant. Après, c'est très contraignant un MOOC quand même. Alors ça permet de travailler la nuit, et pour l'Afrique c'est très intéressant parce que la nuit, la bande passante d'Internet est plus disponible que le jour, et puis ça permet aux étudiants de travailler le jour pour gagner leur vie et d'étudier la nuit, de rattraper leur truc. Donc ça offre beaucoup d'avantages, mais c'est contraignant, et c'est pas du tout une sorte d'apprentissage automatique sans avoir besoin de faire d'efforts. Parce qu'il y a la certification, il y a des épreuves, c'est pas du divertissement. C'est ça que vous m'expliquez. Avec cet effet pervers que vous avez décrit de l'audience, c'est-à-dire que dans une université, peut-être que ça existe déjà. Pourquoi pervers ? Parce que ça sélectionne ce qu'il y a de plus séduisant. Je sais
pas, je crois pas. Je crois que entre un prof charismatique et un prof ennuyeux, de tout temps, on a préféré les charismatiques. Et mes souvenirs d'école, et j'ai plutôt des souvenirs de sorte de vieille école, puisque j'ai été éduqué en Suisse dans un système qui n'a pas connu les bienfaits de Bourdieu que décrit mon co-intervenant, mais non, j'ai fait une scolarité très très classique avec du latin, du grec, voilà. Et honnêtement, les profs charismatiques, c'est ceux qui me restent. Les autres, j'ai pas l'impression d'avoir appris avec eux. Donc je pense qu'il y a une corrélation entre l'audience et enfin, vous le direz peut-être aussi, mais entre l'audience et la capacité de transmettre. François-Xavier Bellamy, je vous ai vu réagir. Il y a effectivement, je pense, ça constitue une exigence nouvelle pour les enseignants, et de ce point de vue-là, c'est très bien. Comme vous le disiez, hein, je crois que tout ce qui permet aussi de nous inquiéter n'est pas nécessairement mauvais. Au contraire, ça peut être bon en nous faisant sortir d'un confort fictif. Mais malgré tout, le parler avec le journalisme est intéressant. C'est vrai que cette question de l'audience, on le voit bien dans les rédactions web, on entend souvent dire, voilà, maintenant c'est terrible, on nous demande de faire des articles pour faire du clic, pour faire du like, pour faire du buzz. Il y a peut-être un peu ce risque-là aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez justement dans ce phénomène d'audience. Bon, au Monde, c'est assez limité. Le Monde reste le Monde. On n'est pas en train de faire des portfolios avec des filles dénudées pour faire du clic. Et je pense que de ce point de vue-là, on a tout à gagner. Le Monde est une marque très reconnue, et donc on a des valeurs, on a une indépendance, etc. Et on va maintenir ces valeurs, y compris sur le numérique. C'est pour ça que ça marche bien. Le Monde est par exemple le premier média en termes d'applications sur un smartphone téléchargé. On a 2,5 millions de personnes en France qui ont dans leur poche un smartphone avec l'application Le Monde et qui le lisent. Et c'est pas en faisant du buzz ou des choses faciles qu'on obtient cette audience-là, c'est vraiment en restant quand même nous-mêmes. Je mesure votre optimisme et la façon dont vous savez vous saisir de toutes les nouveautés. C'est quelque chose que vous avez fait en créant le Bondy Blog, par exemple. Alors, c'était en 2005. Il y avait des émeutes dans les banlieues françaises, des émeutes qui étaient parties de Clichy-sous-Bois. Racontez-nous cette aventure du Bondy Blog. Bon, le Bondy Blog, il y a deux gestes. Il y a journalistique. Un premier geste qui est une sorte de manifeste anti-envoyé spécial. Et l'autre qui est une découverte du journalisme citoyen. Je reviens juste sur les deux gestes. Le Bondy Blog a démarré parce que, au moment où les émeutes en France, en novembre 2005, ont démarré, on écoutait la radio, les télés, etc. Et on voyait que ces émeutes-là étaient traitées par des journalistes avec des gilets multipoches et des chaussures Caterpillar qui sont d'habitude envoyés sur les terrains d'action. Et c'était pour moi très frappant parce que j'étais en Suisse à l'époque dans un journal. Je revenais moi-même d'avoir couvert les guerres d'Irak et d'Afghanistan pour Le Figaro et pour d'autres journaux. Et donc j'étais un envoyé spécial, mais je ne comprenais pas que ce geste journalistique d'envoyer quelqu'un avec son gilet multipoche s'applique à la banlieue française, qui pour moi d'abord était une partie assez inconnue, mais quand même assez proche. Je me disais, c'est 300 km d'ici, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller faire du reportage de guerre dans un territoire où voilà, il y a des chanteurs d'opéra à Bondy, il y a des entreprises formidables, donc pourquoi là? Et donc on a voulu faire le contraire de l'envoyé spécial, et c'est le correspondant. Journalistiquement parlant, vous avez les envoyés spéciaux qui débarquent et qui attrapent un peu la surface des choses, et les correspondants qui sont censés avoir une profondeur d'analyse et de connaissance. Sauf que comme évidemment on n'est pas de correspondant en banlieue parisienne, on a été ouvrir un petit bureau dans une banlieue à Bondy, un club de foot qui nous a prêté son local où il y avait la machine pour laver les maillots après le match, dans une cité assez dure d'ailleurs. Et puis on s'est installé là pendant 3 mois. Les journalistes suisses, d'abord j'étais censé le faire tout seul, mais comme j'avais je voulais pas rester 3 mois là pour des raisons familiales. On s'est relayé. Tous les 10 jours, il y avait un autre journaliste suisse qui débarquait. On se transmettait la liste des sujets. Et en fait, ça a été vraiment une expérience assez inouïe, dans le sens où on a explosé les formats de narration. Des journalistes de mon magazine qui avaient de la peine à écrire parfois 5 ou 10 000 caractères par semaine sur leur domaine qu'ils suivaient depuis 20 ans, par exemple la politique suisse fédérale ou le cinéma ou l'économie. Tout d'un coup, dans la semaine à Bondy, où les 10 jours ont écrit 50 000 signes, donc 10 fois plus, jour et nuit, avec une passion qu'ils n'avaient pas connue depuis longtemps en tant que journaliste. Donc il y avait une sorte d'appétence journalistique qui venait aussi du fait que
tout devenait sujet, ça c'est très important. Le journalisme est aussi devenu un peu apathique parce qu'il s'est enfermé dans des formats. Qu'est-ce que c'est un article? C'est un texte de 5000 signes avec une introduction un peu choc ou une citation, ensuite un peu de background, ensuite une autre deuxième citation, ensuite quelque chose d'un point de vue différent, puis ensuite une chute. On fait comme ça un article, et ce format-là, qui est, pour moi, me fatigue, on l'a complètement oublié en faisant du Bondi Blog. Les journalistes suisses faisaient des articles qui étaient uniquement des dialogues avec des gens ou uniquement des choses vues. Enfin bref, il y a tellement de manières d'écrire différemment que ça. Et si vous prenez les bases du journalisme français, l'origine, je sais pas, Albert Londres par exemple, il était très très loin du modèle de ce qui est devenu la presse standardisée ou les articles standardisés des années 80-90. Donc, premier geste, c'était ça, et ça a très bien marché. L'hebdomadaire suisse qui m'avait envoyé là a connu un succès fou. Et le New York Times est venu raconter cette expérience des Suisses dans les banlieues françaises. La BBC a envoyé des équipes pour couvrir les Suisses qui couvraient la banlieue. Enfin bref, ça a été... et tous les journaux français l'ont fait aussi, parce qu'ils étaient un peu stupéfaits de cette initiative. Et vous êtes devenu aussi le carrefour de tous les politiques qui ont tous eu besoin de venir vous voir pour se légitimer. Alors ça, c'est plus tard. C'est plus tard, c'est-à-dire que les Suisses ont fait 3 mois, et c'est ce qu'on avait dit. Et quand on est parti, enfin, quand mon rédacteur en chef m'a demandé de replier le dispositif, je lui ai dit, on peut pas laisser tomber le truc. Pareil, il y a une super audience, on n'a jamais eu autant de succès, ce magazine, depuis sa création. Donc, ne fermons pas complètement le truc en éteignant la lumière et en disant aux jeunes de banlieue, merci, c'était sympa, on a travaillé avec vous pendant 3 mois, on a eu la gloire et le truc. Donc, j'ai proposé qu'on transmette le blog qui existait sur Internet à des jeunes de Bondy pour qu'ils le reprennent et qu'ils écrivent. Et ça a été un autre déchaînement de couverture média, c'est-à-dire que tout d'un coup, pour les rédactions parisiennes, le scoop, c'était que les jeunes de banlieue, quand ils brûlent pas les voitures, ils bloguent. Et ça a vraiment... Je crois qu'il n'y a pas un média français qui n'a pas écrit à ce moment-là sur le Bondi Blog. On a eu le 20h de TF1, le 20h de France 2, etc. Voilà. Et du coup, effectivement, quelques années plus tard, on a créé une émission de télé, et aujourd'hui, les politiques se relaient à Bondy pour essayer d'obtenir cette caution de la banlieue. Voilà. Mais... moi, je suis moins impliqué du coup dans le Bondi Blog, je suis toujours vice-président de l'association, et puis le danger évidemment de ce genre d'initiative, c'est que ça s'embourgeoise, que ça s'institutionnalise, que ça, voilà, et on lutte contre ça. Il faut rester impertinent, il faut rester disruptif, mais le Bondi Blog, je pense que c'est vraiment, pour la presse française, ça a été un choc, et je me souviens encore à l'époque, je collaborais encore au Figaro, et quand je suis allé à Bondy la première fois, je suis passé voir mes amis à la rédaction. Et ils m'ont dit, tu vas où? Je dis, je vais à Bondy. Et ils m'ont regardé comme si j'étais vraiment le dernier des misérables. Qu'est-ce que j'avais fait à mon journal pour qu'il m'envoie dans une punition pareille? Et voilà, je pense que cet intérêt pour ce qui est tout près de nous, ce qu'on croit connaître mais qu'on ne connaît pas, c'est vraiment le plus important dans le journalisme. François-Xavier Bellamy, peut-être une réaction à cette expérience dont Serge Michel vient de nous faire part? On connaît tous le Bondi Blog pour en avoir été les lecteurs passionnés. Je crois que ce qui est très beau, moi j'ai commencé à enseigner en zone urbaine sensible aussi, et ça a été pour moi, j'ai pas peur de le dire, on nous l'avait dit d'ailleurs dans notre formation, mais c'était vrai. Enfin, j'ai été plutôt... moi j'ai été un héritier, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu plutôt favorisé. Pour moi, découvrir ces lieux, ça a été une grande découverte, et une découverte fabuleuse de la richesse de talent, de la vitalité, de l'énergie, de l'enthousiasme de ces jeunes, et en même temps du besoin qu'ils avaient justement que précisément on vienne à leur rencontre pour les aider à exprimer tout ce qu'ils portent en eux. Ce serait aussi une erreur, je crois, de s'enfermer dans l'idée un peu factice selon laquelle précisément tout le monde peut produire par soi-même quelque chose d'extraordinaire. De ce point de vue-là, je voudrais opposer peut-être ce que vous venez de dire à la scène qu'on a vue tout à l'heure dans ce merveilleux film sur l'opéra et sur cette école, cette relation entre l'école et l'opéra, qui était vraiment une expérience magnifique justement de rencontre entre, comme vous avez vécu une rencontre entre des journalistes, des experts de l'écriture et puis ces jeunes des quartiers. Là, on voit une rencontre entre des artistes et les jeunes dans leur classe. Il y a une seule chose qui m'a un peu dérangé, je dois dire, c'est la scène de l'improvisation où on propose aux jeunes de jouer sur des notes un peu au hasard, et l'artiste les accompagne, et on dit voilà, ils ont l'impression d'avoir fait une expérience de création,
et d'avoir vécu quelque chose qui précisément leur permettait de s'exprimer vraiment. En fait, je pense que l'improvisation n'est pas encore véritablement le temps d'une authentique expression personnelle. Et ce qui est très beau dans le Bondi Blog, c'est justement qu'il y a eu cet accompagnement, cette proximité, ce compagnonnage inattendu entre des journalistes et des jeunes, comme on voit pour le coup ce compagnonnage entre des artistes et des jeunes, qui leur permet précisément de sortir de cette immédiateté initiale pour pouvoir être accompagnés dans l'expression qu'ils peuvent donner d'eux-mêmes. Je confirme que c'est beaucoup de travail en fait. On a donné les clés du blog à des jeunes, mais ça a été un très gros travail de relecture, d'accompagnement, de faire émerger les sujets, de les accompagner, etc. Simplement, ce qui était très agréable, c'est qu'on avait affaire à des gens, à des jeunes de banlieue, qui avaient d'abord beaucoup de talent, parce qu'il y a eu un écrémage malgré tout. Sont venus au Bondi Blog ceux qui avaient envie, ceux qui se sentaient mus par l'envie d'écrire ou par la curiosité. Donc c'était déjà malgré tout un choix. On n'a pas été ramasser les gens dans les cités comme ça au hasard. Ils sont venus à nous et ils ne sont pas venus pour rien. Mais surtout, ce qui était agréable avec eux, c'est qu'ils n'étaient pas formatés. C'est-à-dire que moi, j'observe ça avec les journalistes qui sortent d'école en France. Les écoles françaises de journalisme sont excellentes. Elles produisent des gens qui sont immédiatement productifs. Mais en même temps, elles leur imposent une façon de faire des choses qui, parfois, peut être standardisée ou standard ou lassant. Et par exemple, une jeune blogueuse de Bondy raconte un hold-up dans une onglerie. Elle va se faire refaire les ongles pour le mariage de sa cousine. Et elle arrive dans le salon, elle met les doigts dans le... Dissolvant, ça s'appelle. Dissolvant, voilà. Excusez-moi. Et à ce moment-là, trois types cassent la porte avec des cagoules et des fusils à pompe, et ils veulent prendre la caisse de cette onglerie à Bobigny, à 150 mètres du commissariat de police. Et la patronne de l'onglerie, qui est chinoise, planque la caisse, se fait taper la tête par terre, tenue par les cheveux par les cambrioleurs, et puis finalement parvient à sauver son argent. La police arrive, les policiers s'enfuient, les gangsters s'enfuient, et quand les flics arrivent dans l'onglerie, la patronne chinoise de l'onglerie crie ils ont pris l'argent pour afin de toucher l'assurance sur cette mésaventure. Et tout ça est raconté par une blogueuse qui, pendant toute la scène, a les doigts dans le dissolvant. Et la façon dont elle l'a raconté, pour moi, c'est un cas d'école. C'est-à-dire que si Tarantino devait filmer cette scène ou intégrer cette scène à un de ses films, il le ferait comme elle. Et si l'AFP devait le faire, ce serait pas intéressant du tout. Ce que je veux dire, c'est que elle se pose pas la question du qui, quoi, où, comment, etc. Ces questions journalistiques qu'on doit se poser. Elle ne fait pas une construction de pyramide inversée comme on nous apprend dans les écoles de journalisme. Elle fait un récit qui est beaucoup plus intéressant, qui est beaucoup plus visuel et qui est beaucoup plus senti. Et moi, je trouve que ça a plus de puissance qu'une dépêche de l'AFP, même si l'AFP fait un formidable travail. Je ne suis pas un anti-AFP du tout, au contraire, mais je pense que dans le cas présent, d'avoir quelqu'un qui n'a pas été formé par une école, c'est un plus, et que ça donne de la puissance au récit journalistique, et c'est de ça dont le journalisme a besoin sur Internet, dans le papier et partout. Il nous reste quelques minutes avant de vous passer la parole pour que vous puissiez interroger tous les intervenants de la matinée. Je voudrais terminer par une question à chacun. C'est pas un piège, mais reprendre la question. L'art et la culture à l'ère du numérique, gagnant ou perdant? Je pense évidemment gagnant. Encore une fois, si les générations qui nous ont précédés pouvaient regarder les outils dont nous disposons aujourd'hui pour avoir accès à la culture, pour avoir accès à l'art, elles seraient émerveillées et elles seraient extraordinairement jalouses. Donc ce serait de l'ingratitude absolue de notre part de regarder le numérique comme un piège pour la culture, comme un piège pour notre rapport à l'art. Mais gagnant, à la condition, encore une fois, je crois, que nous gardions avec la culture, que nous gardions avec l'art, à la fois une relation qui soit véritablement incarnée. Heidegger parlait bien avant l'apparition d'Internet de la numérisation du monde, c'est-à-dire du danger de ne plus vivre que dans un monde qui soit technicisé, qui soit désincarné, qui soit privé en quelque sorte de sa chair, et qui nous prive par là de toute authentique relation. La relation, c'est celle que nous pouvons construire précisément par la médiation de l'adulte, que l'adulte offre à l'enfant pour le conduire vers la rencontre avec la culture et vers la rencontre avec l'art. Et c'est celle qui conditionne toute authentique relation aux œuvres et à l'intelligence.
Serge Michel. Vos réponses sont toujours c'est super, mais. Et moi, mes réponses, c'est toujours c'est super, un point, c'est tout. Non, je pense que je suis très optimiste. Je pense qu'effectivement, il y a des menaces, qu'on entre dans un monde désincarné, dépersonnalisé, etc. Mais en vérité, le tri se fait tout seul. Enfin, je veux dire, les mauvais projets numériques disparaissent. Enfin, il y a une sorte de sélection darwinienne des choses qui fait que si vous êtes dans un journalisme de robots ou dans un enseignement de robots, etc., ça ne marche pas et les gens s'en désintéressent et il n'y aura pas d'audience. Donc je suis un optimiste numérique. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup à tous les deux. Alors, vous restez avec nous. C'est le moment du débat avec la salle. Donc, pour ça, je vais inviter tous les intervenants de la matinée à venir nous rejoindre, c'est-à-dire Dominique Hervieux, Myriam Mazouzi, Sophie Janin et Didier Fusillé. Et pendant qu'ils descendent, on va regarder ensemble un nouveau film. Cette fois, il a été tourné avec les équipes de l'Opéra Comique qui, là encore, rencontrent un public qui ne serait pas venu tout seul, ce qui ne les empêche pas d'être très heureux du voyage, vous allez voir. Avec les Lillois, il arrive quelque chose, une joie commune, parce qu'on a confiance les uns dans les autres. On ne sentait pas le stress, on sentait surtout l'énergie. L'énergie, oui. Ouais. Donc chacun apporte à l'autre dans un petit peu des paroles, l'air, qu'en démarrer, et chacun est le soutien de l'autre à côté. Quand j'ai vu la salle, non, c'est une vraie salle, ça, mais voilà, moi je crois que c'est un tout petit truc et tout. Et le public, ça serait quoi? Ça serait 2-3 personnes et tout. Mais là, quand on voit tout le monde qu'il y aura là, ça fait peur. Hein. Par exemple, un stagiaire, il y a 3 ans, a voulu ensuite faire de l'animation pour des enfants et il s'est servi de ce qu'il a appris dans ces cours-là pour proposer des activités, des jeux de théâtre pour ces enfants-là. Et lui, on a quelques nouvelles comme ça. Une autre stagiaire aussi qui est rentrée dans l'entreprise dans laquelle nous avions joué. La timidité ou la honte, parce que ça arrive que devant des personnes, par exemple devant un patron, enfin, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à parler, qui arrivent... voilà, quand tu te retrouves devant 600 personnes à faire un truc, là, après tu peux parler devant un patron. Maintenant, je peux discuter avec lui. Notre envie, c'était surtout d'emmener ces enfants des quartiers, du quartier du 19e arrondissement, quartier populaire, ces enfants-là, en groupe, avec toute la mixité qu'ils transportent, dans l'Opéra Comique, dans ce lieu magique et qui est souvent réservé à une élite. Enfin, en tout cas, ils n'y ont pas forcément... accès au prime abord comme ça, eux, leur famille, etc. Donc c'est aussi ça, de venir dans ce quartier et de s'installer sur le plateau de l'Opéra Comique. Et moi, j'ai vécu plusieurs fois des moments ici à l'Opéra Comique où des enfants me disait, les larmes dans les yeux, madame, c'est le plus beau jour de ma vie. Qui est encore plus beau, qui
ouais, qui fait d'eux de vrais artistes encore plus, c'est que ce soir, ils étaient sur leur spectacle et sur leur partage à eux. Et c'est bien la preuve qu'ils sont pas là par hasard, quoi. L'expérience dont Dominique Hervieux parlait tout à l'heure du spectateur engagé, parce qu'il n'y avait pas que les sourires sur l'écran qui étaient beaux, il y avait les vôtres aussi. C'est le moment des questions. Donc, il y a des micros qui vont circuler dans la salle. Si vous avez des questions, il vous suffit de lever la main et voilà, je m'approcherai de vous ou un micro arrivera vers vous. Certains d'entre vous nous ont un peu mâché le travail, donc ont écrit des questions. Pour ça, je vais me tourner vers Sabine, qui est là. Sabine, ces questions, vous les avez lues. Alors, je vais tout de suite vous passer le micro. Merci, je n'en ai que 2. Ce qui veut dire que vous êtes davantage du côté de l'oralité que du côté de l'écrit, ce qui est fort bien d'ailleurs. Peut-être que le dialogue direct fera mieux l'affaire. J'ai une question à l'adresse de Mme Salmé et une question à l'adresse de Mme Mazouzi. La question à Mme Mazouzi se faisait l'écho de ce qui avait été dit à propos du projet de société, à propos de cette espèce de combat contre l'art, contre la création et donc contre la liberté que mènent notamment les salafistes. Disons tout de même qu'ils ne sont pas les seuls à le faire. Et ce danger existe aussi en France, dit cette personne qui se présente comme déléguée du préfet à l'égalité des chances en Rhône-Alpes. Pouvez-vous nous indiquer, demande ce monsieur, comment, ou cette dame, comment l'opéra dans son action agit contre un tel mouvement et plus généralement contre tous les enfermements? Alors, c'est une question vaste. L'Opéra de Paris a plusieurs dispositifs. Un des dispositifs phares est bien sûr 10 mois d'école et d'opéra qui se décline. Il faut que ce soit bref. Il faut que je calibre. C'est préférable. C'est préférable. Donc, 10 mois d'école et d'opéra en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Ce sont 33 classes qui rentrent dans un dispositif sur 2 ans et qui, le projet, le cœur du projet, c'est que ce sont des enseignants qui présentent un projet à l'opéra et qui doit s'inscrire et s'appuyer sur une œuvre. Alors je vais donner un exemple, comme ça vous allez tout de suite comprendre. Par exemple, cette année, il y a une classe de maternelle, 2e année de maternelle, puisque c'est ouvert des maternelles jusqu'au terminal, qui, autour de l'opéra Hansel et Gretel, qui va avoir lieu au Palais Garnier, va mettre en place un atelier de création de bonbons. Nous, on va les mettre en relation avec un BTS d'hôtellerie, etc., pour mettre en place cet atelier, qui va avoir lieu toutes les semaines. Et par le biais de cet atelier, l'enseignante va faire tout le programme sur les formes, les couleurs, les saveurs qui font partie du programme des 2e années de maternelle. Et donc, c'est vraiment ça le projet, c'est à travers l'œuvre d'art et à travers la rencontre de l'œuvre
l'œuvre d'art. Donc selon les âges, ils assistent à des répétitions, ils viennent à des représentations, ils visitent les ateliers de l'Opéra Bastille, les ateliers de l'Opéra Garnier, ils vont sur le plateau, etc. Enfin, il y a tout un environnement évidemment de contenu autour du projet. Et puis il y a, et ça pour moi c'est absolument primordial, la rencontre avec l'œuvre en direct, sans médiation ou avec préparation avant, mais je suis convaincue que le choc avec l'œuvre d'art est absolument primordial. Donc c'est en faisant ce type d'action que voilà, qu'on préserve nos démocraties. Alors moi j'ai récupéré 2 questions pendant ce temps-là. Une qui s'adresse à François-Xavier Bellamy, mais peut-être que vous pourrez tous y répondre parce qu'à mon avis vous pouvez tous avoir une opinion sur la question. Donc c'est une enseignante en lycée professionnel métiers d'art qui porteuse de projet de danse depuis 15 ans. Vous allez sans doute vous reconnaître dans la salle. Est-ce que vous pourriez préciser, François-Xavier Bellamy, ce que vous entendez par nature de la transmission? Alors, si j'interprète moi, je pense que c'est une question un peu rousseauiste. Est-ce qu'il y a une transmission naturelle? Alors, non, la transmission n'est, la transmission est, elle répond à la fois, je pense, à un besoin fondamental de la personne. Le propre de l'enfant, c'est qu'il a justement besoin de recevoir de l'autre les moyens de s'accomplir. Cela étant dit, la transmission est évidemment un acte culturel. La transmission est un acte de culture. On transmet une culture, on transmet une langue, on transmet un certain rapport aux œuvres. Et de ce point de vue-là, il y a évidemment à la fois une immédiateté de l'aspiration. Puis on reprend la question de l'art, vous le disiez tout à l'heure, une immédiateté de l'aspiration vers l'œuvre d'art ou du choc devant l'œuvre. Et en même temps, l'appréciation, l'estime de l'œuvre, c'est aussi quelque chose qui se transmet, qui se cultive, qui s'éduque. Et pour apprendre à reconnaître dans une œuvre toute sa richesse, il faut précisément avoir reçu déjà une culture. Je ne sais pas si ça répond à la question posée, mais je suppose que ma collègue qui est dans la salle et qui mène des projets de danse, précisément, sans doute, ce qui est magnifique d'ailleurs dans la danse, c'est que précisément c'est un acte de culture. On apprend à danser. Ça suppose de rentrer dans une tradition, dans un héritage aussi, d'une certaine façon. Et en même temps, on apprend en dansant à découvrir son propre corps, c'est-à-dire ce qu'il y a en nous d'organique, de naturel, au sens fondamental du terme. Qui a un avis sur la question. Madame ou mademoiselle, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez vous lever? Si vous n'êtes pas trop timide, comme ça, vous nous direz si j'ai mal interprété votre question ou si vous estimez qu'on y a répondu. Ah, d'accord. C'était bien ça, votre question? Oui, c'est tout à l'heure... Prenez le micro. Tout à l'heure, il a fait... Enfin, notre... conférencier a fait une allusion à cette nature de la transmission, donc j'aurais voulu qu'il y revienne. Il parlait notamment de la transmission qui pouvait être ressentie comme un signe d'inégalité, d'humiliation, la culture de l'élite, qui était une démarche d'une grande générosité, mais en même temps qui sécrétait une incompréhension sur la nature même de la transmission. Et j'aurais voulu qu'il revienne à ce sujet-là, en fait. Moi, je peux faire un commentaire là-dessus aussi par rapport à l'apprentissage de musique classique, tout simplement. Et c'est vrai qu'on constate dans certains projets qui sont faits parfois, on a des gens, en effet, d'un milieu souvent un peu aisé, mais qui viennent un petit peu avec une grande générosité, comme on a dit, mais aussi avec une sorte de culpabilité. J'étais à Kinshasa, là récemment au mois de avril et mai, pour travailler avec un orchestre symphonique qui est local, mais constitué de Congolais uniquement. Et je les connais depuis 2007. Et c'était intéressant de voir les Européens qui venaient travailler avec eux, car il y avait une peur d'être ambitieux justement avec les œuvres. Il y avait une forme, moi j'ai trouvé, presque de condescendance qui partait d'une bonne intention. Et c'est la même chose que parfois, j'ai pu aussi constater à Bondy. On sait que les conditions à la maison sont difficiles, alors les enseignants sont remplis de bonnes intentions, mais avec des attentes assez basses sur les élèves. Et c'est vrai que ma méthode, c'est d'aller dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on essaye de viser le plus haut et justement que ça soit tout ouvert. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup cette réalité et on le rencontre souvent avec une sorte de culpabilité quand on ne vient pas du même milieu. Juste moi, ce que je voulais dire par rapport à
à l'accès aux œuvres, au choc esthétique, il ne faut pas non plus peut-être trop s'appuyer que là-dessus. C'est-à-dire que ça dépend des œuvres qu'on présente. Et qu'il y a des œuvres qui demandent, de mon point de vue, quand même des œuvres conceptuelles, par exemple, ou toute la danse, si on parle de la danse des années 90-2000, qui sont très éloignées quand même de l'expérience et de l'image que beaucoup ont sur la danse, ça demande vraiment un travail. Donc je pense que la médiation, c'est selon les œuvres. Et il y a des œuvres où on sait que le choc esthétique va être quand même extrêmement très très difficile. Donc, et l'art aujourd'hui, c'est sa force, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans cette dimension esthétique de l'émotion, et puis il y a aussi des œuvres qui sont plus de l'ordre de la réflexion, et les références sont absolument nécessaires. Autrement, on passe aussi à côté de la création contemporaine. Donc je pense qu'il ne faut pas mythifier ce qui a été fait par Malraux en particulier, mythifier cette idée du choc, de la spontanéité devant les œuvres, et que tout le monde, universellement, n'importe quelle œuvre sera complètement conquis par cette œuvre-là. Je pense que c'est un petit peu voilà, trop optimiste du coup. Et la beauté, c'est un concept du 19e siècle, hein, c'est ça. François-Xavier Bellamy, peut-être une réponse? Juste pour dire, peut-être parce que je pense avoir mieux compris votre question, je crois que le point sur lequel on s'est trompé dans la question de la transmission, c'est qu'on interprète collectivement la culture, et c'est dans notre vocabulaire commun, je crois, une forme de piège intellectuel, la culture comme quelque chose qui serait du côté de l'avoir, de l'acquis, du bagage. Peut-être on a tous intégré justement cette notion bourdieusienne du capital culturel, la culture comme un capital qui nous permet de nous débrouiller dans la vie. Et j'entends souvent d'ailleurs, même parmi des collègues ou à l'intérieur des établissements scolaires ou dans le monde de la culture, utiliser cette notion de bagage culturel, alors que précisément la culture est tout autre chose qu'un bagage. C'est sa connexion profonde avec la dimension de la liberté dont vous parliez si bien. La culture est quelque chose qui nous fait advenir à nous-mêmes, qui nous rapproche de notre propre personnalité par laquelle nous nous découvrons. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle toutes les œuvres ne parlent pas de la même façon à tout le monde. Nous nous découvrons aussi dans la singularité de notre histoire et de notre expérience personnelle. Et peut-être ce qui était très beau dans ces vers de Nerval que vous évoquiez à travers la figure de Julien Gracq, c'est que, vous voyez précisément, on a regardé l'apprentissage. Et je crois la question de la mémorisation, prenons cette question toute simple. On a regardé la question de l'apprentissage, la question du par cœur, de la mémorisation, comme un travail pénible qu'il faudrait épargner aux élèves, alors qu'en fait, en réalité, le par cœur, l'expression dit bien sa mystérieuse efficacité, le par cœur, c'est précisément l'occasion de faire en sorte que les textes, que les œuvres parlent au cœur et rentrent précisément dans notre expérience, dans l'intimité même de notre être, c'est-à-dire que je crois qu'au fond, il y a dans la culture une dimension essentielle sur laquelle nous avons peut-être trop souvent fermé les yeux en ne la considérant justement que comme un luxe ou comme un divertissement. La culture, on veut bien la pratiquer, mais justement, aller à l'opéra, aller au théâtre, c'est quelque chose qui est réservé au soir et qu'on fait après les choses sérieuses, alors qu'en fait, la culture est peut-être précisément le chemin le plus essentiel qui peut nous conduire à nous-mêmes. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle? N'hésitez pas, vous levez la main. Et ne soyez pas timide, voilà. Et un micro va venir vers vous. Je vais vous prêter le mien pour commencer. Bonjour, Laurence Tripoli, archéologue et chargé de développement culturel au service archéologique de la ville de Lyon. Ouais, c'est un long titre. Ce matin, je suis un peu étonné par rapport à tout ce que j'ai entendu, parce qu'il y a plein de choses bien et beaucoup de poncifs, à mon avis. Cependant, on n'a pas fait place aux passeurs de culture. Je pense aux personnes qui travaillent dans les centres de loisirs ou centres socio-culturels, puisque nous, en tant qu'institution culturelle, on ne va pas directement au contact des publics. C'est grâce à ces personnes qu'on rentre en contact au public. Donc je pense que c'est comme ça qu'ils viennent visiter la Maison de la Danse. Et donc personne n'en a parlé, donc je trouve ça un peu dommage. Et sur le dernier film, on a vu ces jeunes gens dans l'université de la Deuxième Chance qui disaient que de participer à un projet culturel ou scientifique leur permet de prendre de la confiance en soi, de pouvoir s'exprimer au public, tout ça. Comment se fait-il que chaque année, le poste qui, en tout cas dans la région lyonnaise, sert à mettre en place ces projets, qui est en place, enfin qui dépend de la Maison de l'Emploi et de la Formation et de la mission Insertion Pli et Alliés, soit remis en cause chaque année, alors qu'on connaît définitivement les bienfaits de cette action qui permet de créer nos actions, qui permet de remplir vos institutions, qui permet de faire plaisir à nos élus. Alors, merci pour cette question. Vous dites qu'on n'avait pas parlé du rôle, on va dire, des petits dans l'action culturelle au quotidien. Ben, heureusement que vous êtes là pour l'avoir fait. Nos égaux, ce ne sont pas des petits, ce sont nos égaux.
si je peux me permettre. Mais vous l'avez fait, donc merci de l'avoir fait. Pour la question, peut-être elle est un tout petit peu précise, spécifique. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut tenter d'y répondre? Peut-être en élargissant un petit peu le débat. Bon. Alors, je suis désolée, Didier Fusillet, c'est pour vous. Ben, je vais enfoncer une autre porte ouverte, alors j'imagine, dans les poncifs. Mais non, je pense, enfin, on en a assez bien parlé. Et j'avais d'ailleurs terminé mon intervention en disant que par rapport aux sommes gigantesques, on en parlait avec Serge Dornier aussi, c'est toujours la petite marge, ce qu'on peut dégager des budgets de production qui sert à la médiation, à faire venir. Et effectivement, pour des postes, vous savez, moi, je dirige la Maison de la Culture de Créteil, donc c'est pas bon dit, mais c'est... je sais ce que c'est. Alors, on a toujours l'idée, dès qu'on franchit le périphérique, d'une catastrophe. Souvent, on nous appelle d'ailleurs pour demander si les parkings dans lesquels les voitures vont être garées sont gardés, parce que les gens croient immédiatement qu'on va leur brûler leur voiture. Enfin, c'est vraiment une image assez sidérante. On n'a pas cette sensation, même à Brooklyn ou même dans le Grand Londres. Mais alors à Paris, c'est phénoménal, quoi. Il y a vraiment l'après-périphérique. Et donc, ce travail-là de médiation, on voit aujourd'hui au rectorat, par exemple, de Créteil, parce que c'est là que ça se passe. C'est-à-dire que nous n'avons pas vraiment de budget. Enfin, il faut la volonté du directeur ou de la directrice pour le faire. Mais moi, j'ai connu en 15 ans la chute, mais vertigineuse. Mais quand je dis vertigineuse, je crois qu'on avait 70 000 € par an pour mener des actions, donc des professeurs qui étaient dans les établissements chargés en partie, donc ils avaient, je sais pas, 18, 22 heures, ils avaient 3 heures pour ce travail, des professeurs de lettres, d'histoire géo, de maths même, enfin c'était tout à fait passionnant. Et cette année, donc, nous sommes passés à 5 240 € exactement. Ça vous donne une idée de la chute vertigineuse, c'est-à-dire il n'y a plus aucun crédit. Et on peut en parler aussi tout à l'heure. J'ai fait un test sur l'ensemble des élèves de collège de Créteil. Il y a quand même, je sais pas, une douzaine de collèges publics et privés. En troisième, aucun élève n'était allé au musée d'Orsay. Aucun. C'est-à-dire il faut un ticket de métro pour y aller. Donc on a de grands discours, effectivement, l'accès de tous, enfin, on peut y aller, hein, mais pratiquement c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut 2 professeurs, et il faut 3 parents qui encadrent. Eh bien c'est impossible. Plus le plan Vigipirate 3 qui fait que vous rentrez après l'heure, donc il n'y a plus les bus. Jamais personne ne se rend compte de la difficulté matérielle d'emmener un enfant, un groupe d'enfants de 21 enfants au musée ou au théâtre. Moi, j'avais prôné à l'époque des primaires socialistes et tout ça. On avait eu un discours assez engagé sur la culture en demandant que soit inscrit dans chaque établissement scolaire, dans toute la France, le fait que chaque enfant... pendant sa scolarité, depuis le CP jusqu'à la terminale, irait au moins une fois dans son année au musée et une fois dans une salle de spectacle dans son année. Hein, c'est-à-dire, c'était inscrit. Après, à l'établissement de se débrouiller pour y arriver. Mais ça, je crois que le jour où on arrivera à obliger carrément à cela, on fera un grand pas, parce que sinon, c'est le volontarisme, et là, on tombe sur des professeurs qui se découragent terriblement, parce que enfin, moi, j'admire, Dominique, on en sait quelque chose. Enfin, franchement, ce sont des héros. Enfin, les professeurs qui amènent leurs enfants le soir, et souvent qui les ramènent avec leur voiture chez eux, parce que les parents ne sont pas là, évidemment, parce qu'ils en profitent pour aller ailleurs. Enfin, il faut voir la réalité de la chose. Donc, ce sont vraiment les héros d'aujourd'hui. Une autre question. Vous avez un micro, mademoiselle? Oui. Tout est prêt. Bonjour, je m'appelle Perrine Guérin, je suis actuellement à l'École normale supérieure. Et donc je viens ici un peu par curiosité quand même. Et je trouve que c'est très intéressant tout ce que vous dites. Mais je voudrais reprendre l'expression qui a été utilisée par Madame Salmé au début de cette journée à propos des zones déficitaires, dans la mesure où je trouve que vous parlez énormément, et c'est normal, des banlieues et tous les enfants au décrochage, etc., mixité sociale. Mais qu'en est-il de cette France de l'ombre dont on ne parle pas, notamment, je pense, aux campagnes ou à ces départements délaissés par toutes les institutions et qui n'ont aucun rapport à la culture,
ou aucun accès, étant donné que c'est des zones où il n'y a pas d'institution et aucun programme pour cela. Et donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire pour donner accès à la culture véritablement à tous ? Juste répondre qu'il y a deux choses, c'est qu'il y a quand même beaucoup, si je parle de mon institution, et c'était pareil à Chaillot, il y a beaucoup d'élèves qui viennent à Lyon, de la campagne du Rhône, dans le département, pour venir voir des spectacles. En effet, on a créé par exemple une journée de contraste où le matin ils vont dans un musée, l'après-midi ils vont à la musée de la danse, et on fait des liens entre les arts. Ça rentre dans leur programme de l'histoire des arts, du coup, et un travail sur le patrimoine et la création d'aujourd'hui avec la danse. Et puis il y a l'inverse, c'est pour ça aussi que le numérique, quand même, il y a la vertu du numérique, et toutes ces expériences qui ont été faites, menées dans les théâtres à Lyon, sont relayées par des projets pédagogiques, des dossiers pédagogiques numériques avec la classe.com, et tout le travail que nous on peut mettre en ligne. Donc bon, je pense qu'un des éléments évidemment de la territoriale, c'est le numérique, mais il faut quand même pas imaginer qu'il y a personne dans nos institutions lyonnaises qui vient du département. Beaucoup, et on travaille beaucoup avec eux, y compris avec des résidences d'artistes dans des collèges, en dehors de Lyon, etc. Une autre question, peut-être ? Alors, Héroé va venir vous voir. Ah non, c'est pas Héroé. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous lever ? Oui. Merci. Nicolas Bianco, donc je suis musicien intervenant dans le projet à Opéra à l'école. Et donc je vais répondre à Monsieur Bellamy. C'est vous qu'on a vu. C'est moi, c'est le pianiste qui joue des touches noires, voilà. Et donc je voulais répondre à Monsieur Bellamy par rapport au fait qu'il ait dit qu'il était gêné par la séquence où les enfants jouent sur le piano. Alors je voudrais recontextualiser et pas se limiter à une lecture lapidaire des images qu'on a vues, parce que donc voilà, bon déjà si on prend l'aspect transmission, l'Éducation nationale dans ses programmes nous demande d'aller explorer la créativité de chaque enfant. Et donc de ne pas se limiter aux barrières évidentes qu'on a de techniques instrumentales et également de temps, de temporalité. Sachez que les classes que vous avez vues, on les voit entre 8 et 10 fois en face à face dans l'année. D'autre part, ne serait-ce que l'arrivée d'un piano dans une école est considérée comme stigmatisante par l'institution. Chaque enfant n'a pas un piano chez lui, chaque enfant a une avidité à découvrir. Comment faire pour aborder la chose quand il y a 25 enfants qui se précipitent sur le piano et qui sont avides? D'autre part, dans la démarche pédagogique, moi j'entends ne pas gommer la phase d'exploration, parce qu'on peut arriver avec notre savoir, mais je vous rappelle ce que disait Léopold à son petit Wolfgang Amadeus, mais qu'est-ce que tu fais, Wolfgang? Ben, je cherche les notes qui s'aiment. Avec ses doigts sur le piano. Ces enfants ont été mis en situation d'explorer, de découvrir un instrument qui est le symbole de l'instrument bourgeois, qui n'est pas accessible. Et là-dessus, ils ont pu s'exprimer sur un thème littéraire ou poétique de la pluie et de poser des notes comme des gouttes d'eau sur... en partageant ce moment musical, vous voyez. Je voulais recadrer parce que je trouve que c'est un peu rapide. Évidemment, on a tous envie de dire la pulsion créatrice ne survient pas ex nihilo, il faut l'alimenter, il faut créer des stimuli. Mais voilà, on a un cadre, on a dans un temps donné assez rapide à accéder à des formes d'expression. Et on essaye d'être le plus efficace. Et croyez-moi que je me suis posé cette question et sur comment cadrer ça pour à la fois permettre l'exploration et à la fois ne pas m'écarter, parce que ça, c'est qu'un aspect de ce qu'on a pu faire ensemble, vous voyez. Alors. Merci beaucoup. Enfin, du coup, c'est moi qui ai été trop rapide. J'ai vraiment trouvé ce film merveilleux et cette séquence, elle est très belle en particulier. Ce qui m'avait gêné, c'était pas la séquence en soi. Ce qui m'a gêné, c'est l'interprétation qui en était faite quand on disait que ces élèves avaient pu exprimer leur créativité. Et vous voyez, quand vous dites évidemment que le contact avec l'instrument commence par l'exploration, c'est une évidence. Et évidemment que précisément dans cette proximité physique avec l'instrument, dans le fait de pouvoir agir sur lui et entendre en retour le son qu'il nous renvoie, il y a une découverte qui est très belle. Et la séquence était très belle. Mais ça n'est pas encore, je crois, vraiment le lieu d'une créativité accomplie. Et c'est juste... Voilà.
C'est juste ça que je trouvais problématique quand on dit, vous voyez que... je reprends encore une fois, je n'ai pas été traumatisé de l'UFM, mais c'est pour vous donner un lien. Quand j'étais à l'UFM, on nous avait fait faire un petit atelier, on nous disait, vous prenez une feuille et vous gribouillez au hasard pour retrouver votre créativité originaire. Eh bien, cette idée-là, pour le coup, vous voyez, je la crois fausse, parce que je pense que notre vraie créativité, elle suppose précisément... Elle suppose un temps, elle suppose un apprentissage, donc qu'il faille une exploration, mais c'est évident, et c'est très poétique comme scène, elle est vraiment très belle. Et ce qui m'avait gêné, c'est qu'on en tire la conclusion que grâce à ce travail d'improvisation, ils avaient exprimé leur créativité. Tout à l'heure, vous avez eu une expression magnifique, vous avez dit « je prends le temps avec les élèves que je rencontre, et avec les élèves de Bondy, c'est peut-être plus difficile, de fabriquer leur spontanéité ». Et c'est merveilleux parce que ça veut dire précisément que notre spontanéité, c'est-à-dire notre expression personnelle, elle suppose la rencontre avec l'autre, elle suppose peut-être un travail préalable, et elle suppose d'abord peut-être cette phase d'exploration et de découverte que vous avez su si merveilleusement faire partager et dont nous avons été les témoins émerveillés. Merci beaucoup. Oui, non, je voulais juste aller dans votre sens, parce on pratique dans les classes, et j'ai beaucoup enseigné. Et c'est vrai que ce que j'ai ressenti, moi, un petit peu, c'est une espèce de suspicion sur l'idée de jeu. Et le jeu, ça fait partie de la connaissance de soi et des apprentissages. Un enfant qui joue à jeter un objet pour comprendre où est sa limite, la limite de son corps, etc. Et en art, en tout cas dans une pratique artistique, c'est constitutif totalement de la connaissance de soi. Et il y a le jeu, l'aspect ludique, je pense, c'est la voie royale quand même pour aller vers l'art. Donc je suis d'accord avec vous sur l'expression corporelle spontanéiste comme créativité qui est complètement, hors sujet par rapport à ce dont on parle, c'est-à-dire la constitution d'un langage artistique et la mise en jeu de soi à travers l'art. Donc là, je suis bien d'accord avec cette idée de spontanéisme, très différent. Mais le jeu, on a absolument besoin de ça pour que l'enfant découvre l'art. Évidemment, mais le jeu, enfin en une phrase, hein, le jeu lui-même, précisément, suppose justement un exercice en soi. Par exemple, la philosophie, pour moi, la philosophie est tout entière un jeu. Mais pour pratiquer ce jeu avec un véritable plaisir et avec une vraie liberté, comme pour bien jouer au football, comme pour bien jouer d'un instrument, tout ceci est de l'ordre du jeu. C'est même pas seulement des règles comme quelque chose qui s'impose à nous, mais surtout il faut s'être approprié le jeu et ça suppose précisément un certain temps. Et on n'est pas tout de suite le grand joueur qu'on peut devenir. Alors sachez que cette question est vraiment au cœur de notre pratique et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il ne faut pas confondre créativité et création. Et donc, c'est ce qu'on s'attache à faire, mais c'est très difficile justement de trouver la juste mesure, et c'est tout le fond du débat aussi sur quel rapport par rapport aux œuvres. Et toutes les questions qui ont été ce matin, c'est intéressant de les mettre en écho, parce qu'elles font toutes partie du même raisonnement. Voilà. En tout cas, je vois que le débat est vif. Alors, je continue à passer le micro. Ici. Vous avez, allez-y. Bonjour à tous, Carole Diamant. Allez-y. Bon, enfin, ça fait rien, j'ai la voix qui porte. Je voulais revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure et puis peut-être une petite touche optimiste. Alors, je suis professeure de philosophie et également déléguée générale d'une fondation dite Fondation Égalité des Chances. Et je voudrais revenir sur ce sujet crucial de comment on encourage les enfants à aller jusqu'au lieu de culture artistique ou ailleurs d'ailleurs. Eh bien, la Fondation Égalité des Chances, elle se charge de financer, à bas coût d'ailleurs, à bas coût, des projets, notamment des projets culturels, même si ce ne sont pas que des projets artistiques et culturels. Et cette fondation, elle existe par la volonté conjointe de l'Éducation nationale, puisque je suis professeure encore à l'Éducation nationale, et des entreprises privées, dont la Fondation Total d'ailleurs. Donc je voudrais juste cette petite touche un peu positive. Ça n'est pas un sujet secondaire, parce que vous l'avez très bien dit, Monsieur Fusilier, quand ils ne peuvent pas y aller, les gosses, eh ben, ils n'y vont pas du tout. Et donc on a beau jeu de développer ces questions sur le fond, mais quand ils ne peuvent pas accéder, ils ne peuvent pas accéder. Donc nous finançons, par exemple, le ticket de métro qui manque, et quelquefois un peu plus de toutes ces choses-là. Donc je voulais dire qu'il y a un petit espoir. J'espère que cette fondation se développera et qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Merci Carole Diamant. J'ai pas vraiment entendu une question. Je précise que vous serez ici sur cette scène demain pour un débat avec Bernard Faucroul. Sabine Deville a encore une question écrite cette fois. Une question.
J'ai une question en effet adressée à Serge Michel et à qui on demande ce que sont devenus les jeunes du Bondy Blog 10 ans plus tard. Ah bah, alors, il y a eu beaucoup de turnover, comme on dit, c'est-à-dire que beaucoup sont venus. On a dû voir passer chez nous à peu près 200 jeunes gens. Il y en a qui ont été engagés par des grandes entreprises de médias. TF1 est venu se servir dans les Bondy blogueurs de façon assez importante. France Inter en a recruté 2, RTL, etc. Enfin, on a eu on a servi de vivier et au fond, nos meilleurs éléments ont été volés par les autres. Et je pense que c'est très bien comme ça. C'était aussi une initiative qui était censée renforcer ces jeunes, leur donner la chance de montrer ce qu'ils valent et ensuite qu'ils aillent faire carrière ailleurs. Ça nous convient parfaitement. Après, il y en a encore une quarantaine qui sont ici et qui tournent. On a eu plein il y a pas, et aussi, le Bondy Blog n'était pas conçu comme une école de journalisme, une sorte de façon de considérer le journalisme comme la voie unique de ce qu'il fallait faire quand on était jeune de banlieue avec des idées et du talent. Le journalisme, ça a permis à ces jeunes de s'affirmer. Et au fond, ce métier de journaliste, sa grande qualité, c'est de donner l'autorisation à celui qui l'exerce de frapper aux portes. Et savoir que souvent, les portes, quand on frappe, elles s'ouvrent. Et moi, je l'ai pratiqué partout autour du monde, mais eux, à Bondy ou ailleurs, hein, parce qu'on a des jeunes d'un peu toute la ceinture de Paris, ne leur venait pas à l'idée de frapper aux portes. Et donc, avec leur petite carte de visite Bondy Blog, avec la recommandation d'un des encadrants qu'on avait, d'aller demander quelque chose à quelqu'un, d'une autorité, une entreprise, des experts, etc., ça les a sortis de cette timidité ou de cette autocensure qu'ils avaient en permanence. Et donc on a des jeunes qui ensuite sont devenus de meilleurs candidats pour des postes dans toutes sortes de positions et pas seulement le journalisme. Donc voilà, mais évidemment que tout ça est quand même très artisanal. L'association Bondy Blog, c'est 2 salariés et 2 emplois tremplins. Moi, j'ai toujours été bénévole dans cette affaire et beaucoup d'autres aussi. Donc voilà, les jeunes sont payés pour chaque article, mais ils sont payés 40 € pièce. C'est ce qu'on a possible. Parfois, dans les périodes de vache grasse, quand on avait un partenariat avec un média pour couvrir une présidentielle ou une élection importante, on pouvait payer plus, 50 ou 100 € par article. Mais voilà, c'est quand même une expérience très... comment dire, comme elle s'inscrivait, très artisanale, comme elle s'inscrivait un peu de façon frontale contre une façon de couvrir les banlieues par les autres médias français, elle a été difficilement, difficilement acceptable pour les médias français. Donc là, ils viennent de signer un partenariat avec Libération et je m'en réjouis. Mais c'est vrai que comme c'était d'emblée un projet disruptif, ça ne pouvait pas être tout de suite aidé et intégré et mis à l'échelle, comme on appelle ça. Voilà. Et je pense que le Bondy Blog a inventé des choses en 2005 qui ensuite on a vu arriver. Rue 89 est arrivé après, Mediapart également. Donc la plupart des sites qui ont fait du journalisme participatif, qui ont fait du journalisme citoyen sont arrivés après. Mais comme c'était le Bondy Blog, que c'était la banlieue, que c'était des Suisses, etc., ça n'a pas forcément eu l'élan que on pouvait imaginer. 10 ans après, ça existe encore, ce qui est... Oui, et François Hollande vient à l'anniversaire, il y a 2 semaines, il a fait une apparition surprise dans le cinéma de Bondy où on présentait un film sur le Bondy Blog. C'était le 9e anniversaire et la 10e année. Et voilà, c'est à la fois une bénédiction d'avoir un homme politique important qui se manifeste pour un petit projet de banlieue de ce type-là, et à la fois il y a un petit danger de récupération. Je ne l'ai pas dit. Voilà. Une question là-bas. Oui, bonjour, Olivier Garot, je suis conseiller pédagogique à Vénissieux Sud. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Vénissieux Sud, c'est stricto sensus le plateau des Minguettes. Alors ce qui veut dire que lorsqu'on aborde la question des élèves dans les banlieues, je sais à peu près de quoi je parle, parce que ça fait quand même un petit moment que je travaille là. Et j'ai passé toute ma carrière d'enseignant dans les zones d'éducation prioritaire, donc, c'est-à-dire depuis 1982. Donc ça veut dire que je peux éventuellement me dire que ma parole a un petit peu de légitimité.
Alors moi j'ai deux petites remarques à faire à Monsieur Bellamy. La première, c'est apparemment vous êtes passé par l'IUFM et apparemment vous en avez gardé un certain nombre de souvenirs que vous traduisez de façon relativement caricaturale. Et je me pose la question suivante. Soit vous n'avez pas eu l'occasion ou l'opportunité de tomber sur les bonnes personnes. Et alors là, c'est comme tout dans la vie. Hein. On sait ce que c'est. Un enseignant, ça nous marque. Et peut-être que lors de votre passage, là, vous n'avez pas été marqué par les bonnes personnes. Je le regrette pour vous. En ce qui me concerne, je ne me retrouve pas dans la petite remarque que vous avez faite là, sur votre passage à l'UFM. Et je trouve que c'est un petit peu rapide et je ne voudrais pas que, sous prétexte de parler de culture, on s'amuse à redéterrer, encore une fois, l'opposition qui est une opposition inutile entre les tenants de la pédagogie et les tenants du savoir. Simplement parce que pour moi, il n'y a pas de savoir sans pédagogie et il n'y a pas de pédagogie sans savoir. Donc je renvoie tout le monde dos à dos et je ferai la même chose pour la question de l'apprentissage de la lecture si on parlait de la méthode globale et de la méthode syllabique. Chacun rentre à la maison, ça ce ne sont pas des discours pédagogiques, ce sont simplement des discours politiques qui sont déguisés. Voilà. Ça, c'est 30 ans de formation d'enseignants qui m'ont appris ce genre de choses. C'est votre première remarque. Il y en avait une première remarque. La deuxième remarque... Rapidement, s'il vous plaît. Oui, non, une mais question peut-être, si vous en avez une. Non, j'en aurais pas, mais juste pour replacer un certain nombre de choses. On est amené à prendre la parole sur un certain nombre de choses qui sont des flashs comme ça. Et moi, j'ai suivi de très près, et de très très près, d'extrêmement près, le travail qui a été conduit par l'Opéra de Lyon sur l'école du plateau des Minguettes. Et donc la réflexion qui a été faite concernant le travail de Nicolas Bianco m'a mis un petit peu hors de moi. Et c'est la suivante. Moi, je pense que Nicolas Bianco, dans ce qui était présenté autour de la question du piano, fait acte d'enseignement. Il ne fait pas croire aux élèves qu'on serait capable d'improviser sans rien savoir. Donc, que fait M. Bianco? Il initie les élèves à la maîtrise d'une gamme qui s'appelle la gamme pentatonique et qui est à l'origine des plus grandes musiques du monde, dont le blues et le jazz. Ce qui me fait dire, pour le coup, à l'adresse du conférencier, que lorsque l'on prend la parole sur quelque chose, et ça va dans le sens de votre thèse, pour pouvoir apprécier une pratique culturelle, pour pouvoir apprécier un art, il est nécessaire d'en maîtriser un minimum de ses composantes et d'avoir un minimum de savoir. Je regrette seulement, mais alors vous y êtes peut-être pas pour grand-chose, que vous n'ayez pas pu vous appuyer sur des connaissances musicales pour pouvoir avoir une lecture critique de l'acte d'enseignement de M. Bianco, que je salue. La pique est sévère. Merci en tout cas pour cette non, intervention. Je ne peux pas vous laisser parler 20 minutes, c'est pas possible, mais merci. Je crois qu'on a compris les deux points. François-Xavier Bellamy, je ne sais pas si vous avez déjà répondu, si vous voulez répondre encore. Non, mais d'abord, encore une fois, je crois qu'il ne faut pas surinterpréter ma petite remarque. Je voulais simplement dire que je crois que c'était une belle conversation, je pense, qu'on a eue. Je pense que, simplement, ce qui m'a frappé, ça n'est pas la séquence en elle-même qui était très belle, vraiment, et j'ai certainement un acte d'enseignement et d'apprentissage initial nécessaire. Je crois simplement que on pourrait être piégé par l'idée que l'immédiateté, c'est la liberté, que l'immédiateté, c'est la création la plus personnelle qui soit. Voilà, j'ai simplement essayé de dire que nous avons besoin d'une médiation, et si vous faites ce métier-là, et que je fais le même que vous, et bien c'est précisément parce que j'ai le sentiment de pouvoir humblement et modestement faire passer à ceux qui sont autour de moi quelque chose que j'ai moi-même reçu et qui m'a conduit vers ma propre personnalité. Et c'est ça l'expérience de la médiation, c'est une expérience toute simple, et je pense que c'est ça qui fait qu'on aime notre métier, même si vous avez l'air d'être très en colère contre moi, au fond, ce qui nous... Si, mais c'est pas grave. Je peux me permettre de traduire la question, c'était est-ce que vous avez fait des mauvaises rencontres à l'IUFM? Et la dernière chose, est-ce que j'ai fait des mauvaises rencontres à l'IUFM? Alors, moi, je me suis posé la question moi-même parce que vraiment, j'ai été assez étonné. Mais je dois dire, on a tous été assez étonnés. On était 8 jeunes profs à l'IUFM en philo. On avait des sensibilités politiques qui n'avaient rien à voir, mais alors vraiment rien à voir, des visions qui étaient complètement différentes. Et pourtant, on a tous été marqués par ce discours-là, qui était profondément, voilà, on peut le dire sans passion. Enfin, oui, on peut quand même en parler, qui était quand même un discours assez culpabilisant. Enfin, voilà, encore une fois, je ne vais pas vous faire le récit de mon année à l'UFM, c'était une expérience passionnante pour moi, mais ça m'a permis de comprendre, je crois profondément, quelque chose qui est au cœur
d'une difficulté que nous rencontrons aujourd'hui à l'intérieur, par exemple, de l'éducation nationale, comme à l'intérieur de la façon dont nous vivons la culture et dont nous transmettons l'expérience de la culture, et qui est justement de l'ordre de cette espèce de culpabilité. Nous avons le sentiment que notre travail est un travail qui est le résultat d'une culture dominante et qui reproduit des héritiers. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit à l'UFM. Alors, pour vous faire un dernier témoignage, je me suis demandé moi-même si j'avais vécu une expérience particulière cette année-là, depuis que j'ai publié ce petit livre, qui n'est pas d'ailleurs une critique politique, mais qui est une tentative de compréhension. Depuis que j'ai publié ce petit livre, je reçois beaucoup de courriers de collègues plus âgés que moi ou du même âge que moi et qui me disent, dans des situations très différentes, avoir vécu des expériences similaires. Ils le racontent, encore une fois, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de violence du tout. C'est juste, on peut être capable de mettre sur la table. Vous voyez, la question des méthodes d'enseignement de la lecture, c'est incroyable qu'on ne soit pas capable d'en parler paisiblement, de se demander qu'est-ce qui fait, parce qu'on n'en a pas parlé de ça, mais qu'est-ce qui fait que dans notre pays, chaque année, il y a 18 à 20% de jeunes qui sortent du système scolaire en étant dans une situation d'illettrisme plus ou moins important, alors qu'ils ont fait toute leur scolarité en France et qu'ils ont joué le jeu de l'école de la République. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui fait surtout qu'on n'arrive pas à en parler? Ça reste pour moi un mystère. Donc je réponds avec le sourire à votre interpellation. J'espère ne pas trop vous avoir froissé. Il nous reste 5 minutes exactement. Alors, est-ce que vous pouvez faire une intervention courte, s'il vous plaît? Je vais essayer d'être très court. Bonjour, Giacomo Spica. Je suis artiste pédagogue et je dirige une association d'une formation, on fait de la formation musicale depuis à peu près 25 ans. La question que je me pose sur la part de l'élitisme ou le non-élitisme, sur le travail qu'on peut faire avec des enfants dans une école pour pouvoir les amener à découvrir toute la musique du patrimoine et pouvoir en faire quelque chose. Mais ma préoccupation en ce moment, elle est plus sur qu'est-ce qui se passe dans les conservatoires, les écoles de musique, où il y a des crédits qui sont de moins en moins présents pour pouvoir accueillir ce public-là. Donc ça veut dire que c'est une illusion qui m'inquiète beaucoup, de faire croire à des mômes que tout d'un coup, tu vas peut-être pouvoir lâcher un petit peu ta culture et puis t'approprier de celle-là, et puis peut-être devenir demain un grand musicien d'orchestre, mais c'est une illusion uniquement. Donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire, nous, ou vous autres, puisque vous avez peut-être un peu de pouvoir. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'élus politiques, où il y en a peut-être ici qui pourront nous entendre. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ces mômes demain puissent accéder à une future formation d'élite, puisque si on revient 20 ans en arrière, les études qu'on a pu faire, c'est qu'en fait, un prof de musique était forcément fils de prof. Qu'est-ce qu'un fils d'ouvrier? Moi, la question qu'on s'est posée sur cette scène depuis ce matin, qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour que la culture passe, pour que la culture surtout qu'on transmise. se... Peut-être que votre remarque appellerait une réponse de Sophie Janin. Je peux juste ajouter une toute petite chose, c'est de ne pas tomber dans le néocolonialisme, c'est-à-dire d'être prudent, parce que on fait très mal après aux enfants. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Okay, merci. Alors, Sophie Janin, et ensuite peut-être Myriam Mazouzi, et on verra le temps. Oui, moi je veux juste partager mon point de vue là-dessus. Malheureusement, je n'ai pas le pouvoir pour pouvoir changer les choses, mais je reste persuadée d'une chose simple, en tout cas par rapport à l'apprentissage musical. Mais même par rapport au fait de faire venir des publics à nos concerts. En France, on vit maintenant des concerts pédagogiques depuis une grande vingtaine d'années. En Angleterre, ça fait encore plus longtemps. Eh bien, le public est toujours pas là. Pour moi, il y a une raison principale, et en Angleterre, par exemple, on peut le voir, c'est flagrant. Les musiciens aujourd'hui qui jouent encore au LPO et l'ESO, ils sont encore certains issus des programmes où ils ont été boursiers en allant de leur école publique, en passant par l'Orchestre national des jeunes, et après en intégrant les grandes académies, et ils ont pris place dans les orchestres. La pratique musicale à l'école, à l'enfance, fait toute la différence. Si on veut créer un public au concert symphonique et classique, en tout cas, pour moi, il y a seulement cette réponse-là. Alors, heureusement pour le chant, ça ne coûte pas très cher. Et ça peut aussi éveiller un intérêt. Mais je suis persuadée qu'il faut un réel projet d'État. Et vous voyez, au Venezuela, c'est dans la constitution de l'État d'avoir le droit de pratiquer la musique. Et pourquoi pas faire pareil? Myriam Mazouzi, peut-être un mot avec l'Académie de l'Opéra qu'on a décrit brièvement et que vous allez bientôt diriger quand elle va exister. C'est un des objectifs que vous avez, où il s'agit de former cette fois vraiment une élite? Non, l'objectif n'est pas de former une élite. L'Académie de l'Opéra national de Paris, elle est, ce que je disais tout à l'heure, elle est vraiment sur deux axes, et c'est ça que je trouvais particulièrement
particulièrement intéressant dans le projet de Stéphane Lissner, c'est d'une part toute l'éducation artistique et donc un vrai travail pour amener la pratique artistique, la rencontre avec les œuvres, de sortir de l'opéra des maisons et de permettre l'appropriation par tous, et notamment par les enfants. Mais les enfants, c'est aussi les parents, parce qu'on a un gros travail aussi via les enfants vis-à-vis des parents. Et puis d'un autre côté, il y a une réforme aujourd'hui qui serait souhaitable de faire sur la formation de nos artistes. Et donc voilà, c'est une participation que l'opéra apporte à cette réflexion en mettant à la disposition des programmes de formation des jeunes artistes professionnels. Merci en tout cas pour votre attention qui est palpable et qui est très agréable. Merci pour vos interventions et pardon si je vous ai un petit peu frustré, mais l'idée c'était qu'un maximum de personnes puissent s'exprimer. Il y aura encore une partie de débat où vous pourrez parler tout à l'heure dans l'après-midi. Surtout, ne ratez pas à 14h le récital. Et merci à tous nos intervenants pour la richesse de leurs paroles. Merci à vous. À tout à l'heure.